La Cour invite son Excellence Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, Président de la République, chef de l'État, à prononcer son discours, son tout premier de son second mandat. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, j'aimerais, en prélude de mon allocution, rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, protecteur suprême de la République démocratique du Congo, qui a permis notre présence en ce cadre du stade des martyrs de la Pentecôte, lieu symbolique, choisi ce 20e jour du mois de janvier 2024 pour abriter cette cérémonie solennelle de mon investiture en qualité de président de la République. À nos hôtes venus nombreux, je voudrais dire que votre présence à cette cérémonie historique témoigne de votre appréciation de l'immense bond en avant que vient d'effectuer le peuple congolais sur le long chemin vers l'exercice souverain de la démocratie. Bien plus, votre présence en ces lieux reflète autant l'amitié que le soutien et l'intérêt que vos pays et vous-même portez à la République démocratique du Congo et à son peuple. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans notre nouveau numéro de votre magazine. C'est une nouvelle année et nous vous présentons nos vœux de meilleur pour cette année nouvelle. Succès, santé, prospérité et beaucoup de bonnes choses. Et que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous qui suivons ce programme depuis les États-Unis d'Amérique. De quoi nous allons parler dans ce nouveau numéro? Nous allons parler de l'après-élection 2023 en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, s'est tenu les élections à tous les niveaux et le président Félix Tshisekedi a été réélu avec à peu près 73,5% de voix. Et le 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a validé les résultats promulgués par la CENI. Mais malgré ça, dans toute œuvre humaine, il y a toujours des erreurs. Et ces erreurs donnent lieu à des contentieux. Et nous allons parler des contentieux avec notre participant à ce programme depuis les États-Unis d'Amérique, Maître Freddy Nyangwile Tumba, que je m'en vais saluer. Maître, nous vous saluons, meilleurs vœux, bonne année. Merci à vous particulièrement, nos vœux les meilleurs, mais également à tous les téléspectateurs, toutes les personnes qui auront la grâce, l'occasion de nous suivre. La Cour vous remercie pour votre réquisitoire et invite le président élu à prêter son serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Les paroles consacrées des prestations de serment. Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République,
de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Toutes nos félicitations. Président Félix Antoine Tshisekedi commence son deuxième mandat, son deuxième et dernier mandat constitutionnel. En ce qui concerne en tout cas la Constitution de la République démocratique du Congo, il reçoit les félicitations du président de la Cour constitutionnelle, Monsieur Dieudonné Kamuleta. Maître Freddy, nous avons commencé avec vous une série des émissions sur les irrégularités dans les questions électorales. Et voilà maintenant, il y a cet exercice qui nous est donné et qui vous sera plus donné pour pouvoir dissiper ces voiles autour de ceux qui nous suivent. Comme je l'ai dit à l'introduction de notre émission, le 20 décembre 2023, s'est tenu les élections en République démocratique du Congo où le président Félix Tshisekedi, qui était candidat à sa propre succession avec 23 autres candidats, se sont ajoutés dans l'exercice électoral et il est sorti vainqueur selon la promulgation des résultats de la CENI. Et le 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a validé ces résultats. Vous, en tant qu'observateur des activités politiques et judiciaires en République démocratique du Congo, comment avez-vous vu ces élections? Juste d'entrée de jeu, Maître Freddy Nyangwile Tumba. Merci, mon frère Katende. Merci pour le travail que vous faites pour sensibiliser, éduquer le peuple congolais, mais aussi merci pour cette occasion que vous nous accordez d'intervenir ou d'apporter notre petite pierre à l'édifice par rapport à la connaissance que nous avons en tant que juriste. Bon, vous avez les thèmes, je crois, aujourd'hui, c'est autour des contentieux électoraux. Comme vous l'avez si bien rappelé, il y a eu les élections le 20 décembre dernier, et lesquelles élections au niveau de la présidentielle a eu à procéder à la réélection du président sortant, Félix Tshisekedi. D'entrée de jeu, c'est en fait ça, les élections en soi, c'est un mode qui permet au peuple de participer à la gestion de la chose publique à travers ses représentants. Voilà pourquoi il y a des élections pratiquement à tous les niveaux qui requièrent la présence du peuple, au niveau présidentiel, au niveau législatif, au niveau provincial, au niveau urbaine et au niveau municipal et au niveau local. Nous avons salué l'organisation de ces élections dans des conditions assez difficiles, comme point n'est besoin de le rappeler. Vous savez que pour aller aux élections, il fallait mettre en place toute une organisation, c'est-à-dire doter à la CENI, qui est la commission électorale indépendante qui organise les élections dans notre pays, des animateurs. Mais il y a eu beaucoup de temps, il y a eu de guéguerres autour des choix, je ne sais pas, du choix des animateurs, des personnes qui devraient piloter cette institution d'appui à la démocratie. Ça a pris pratiquement, je crois, 28 mois, s'il faut essayer un peu de faire un peu le recul.
Et puis après, il y a eu des animateurs qui ont commencé à travailler dans des conditions assez difficiles. Les élections demandent beaucoup de moyens, en termes financiers, en termes législatifs, en termes humains. Mais finalement, nous saluons les efforts du gouvernement et de la CENI qui ont fini par nous offrir les élections. Mais comme partout ailleurs, hein, les élections, ce mode-là ne se fait pas sans heurts. Partout au monde, mais que ce soit dans des vieilles démocraties comme dans le pays où nous nous trouvons, aux États-Unis. Vous vous rappelez, les dernières élections entre Biden et Trump, ce n'était pas aussi facile. Il y a eu des disputes, c'est pour dire que ce n'est pas aussi facile. Et nos élections ont bel et bien eu lieu le 20 décembre, mais il y a eu beaucoup de choses, s'il faut s'en tenir à des déclarations des observateurs, il y a eu des problèmes logistiques, notamment les problèmes de déploiement, parce que nous avons un pays qui est vaste, 4 fois la France. Ce n'est pas facile avec un réseau de communication vétuste et presque inopérant pour quitter d'un coin à l'autre, mais la CENI devrait faire face à cette situation parce qu'il y avait environ plus de 60 000 bureaux de vote et au niveau de chaque bureau de vote, les matériels devraient être déployés et cela n'a pas été facile. Vous savez que les élections exigent beaucoup en termes de sécurité, hein, donc on ne peut pas déployer bien avant de peur que les matériels soient sabotés ou qu'il y ait des fraudeurs qui entrangeaient le fait qu'on ait déposé avant. Mais quand il faut déposer juste au jour, nous avons un défi de la grandeur du pays. Donc, ça entraînait un peu toutes sortes de problèmes. Mais l'essentiel pour nous, en tant qu'observateurs, c'est que ces élections ont eu lieu et jusqu'à preuve du contraire, ces élections ont conduit à la réélection du président Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Et nous sommes maintenant en train d'attendre qu'est-ce que cela va nous donner au niveau du législatif et puis au niveau provincial et local. Donc, c'est tout ce que je peux dire et je me soumettrai à votre disposition pour d'éventuelles questions. Maître Freddy, nous nous jetons déjà dans les eaux profondes parce que la Cour constitutionnelle a déjà validé la décision ou les résultats de la CENI. Mais la question que se pose la plupart de l'opinion, est-ce que cela n'a pas été fait à la précipitation? Théodore Ngoï et les constatations qui ont été faites, c'est vrai que Théodore Ngoï a mené sa cause devant la Cour constitutionnelle sollicitant l'annulation des élections du 20 décembre, mais nous constatons entre l'annulation de la démarche de Théodore Ngoï, qui était candidat à président, et l'acceptation ou la validation des résultats par la Cour constitutionnelle, est-ce que ce n'est pas allé vite en besogne parce que les irrégularités, la Cour, la CENI et différents observateurs pouvaient vraiment regarder d'un bon œil pour savoir qu'est-ce qui se passe au lieu d'aller trop vite en besogne et déjà trouver une date où le président va prêter serment le 20 janvier 2024. Est-ce que selon vous, la Cour n'est pas allée trop vite en besogne? Maître Freddy. Non, je vous dirais que la Cour n'est pas allée trop vite en besogne, à mon avis. C'est que nous devons noter que les élections en soi reposent sur une loi. Vous voyez, chaque fois qu'il y a une élection, il y a une loi. Donc, en fait, la loi des bases, c'est la loi de 2006. Vous vous rappelez que nos premières élections pour cette série datent après Sun City, datent de 2006. On a eu des élections en 2006, on a eu des élections en 2011, les élections en 2018 et tout récemment en 2023. Donc, nous avons une loi sur les élections de 2006, laquelle loi est chaque fois adaptée à la veille d'une élection donnée. C'est pour cela que la loi sur l'organisation des élections en République démocratique du Congo, la loi numéro 06/006,
elle est toujours adaptée et modifiée et complétée en fait à la veille de chaque élection. On l'a adapté en 2011, on l'a adapté en 2015 en prévision des élections qui devraient avoir lieu en 2016, qui n'ont pas eu lieu malheureusement. Et puis on l'a adapté en 2017 pour les élections de 2018 et tout récemment en 2022 pour les élections de 2023. Donc il y a une loi sur laquelle reposent les élections, mais une fois les animateurs de la CENI mis en place, ils proposent à la classe politique un calendrier. Et c'est sur base de ces calendriers que tout doit être fait. Vous vous rappellerez que lorsque cette CENI avait été dotée de ces animateurs, d'aucuns ne pensaient par rapport au temps passé, par rapport au temps pris en termes de retard, que les élections devraient avoir lieu. On a douté de ces élections même jusqu'à la veille. Pourquoi? Parce qu'il y avait un calendrier et d'aucuns pensaient que ce calendrier n'était pas réaliste. Mais il y a des contraintes parce que les élections doivent se dérouler après chaque 5 ans, comme le veut notre Constitution. Et le fait de ne pas organiser les élections après un seul jour, l'on tombe dans ce que l'on appelle les glissements. Et le glissement n'est pas encouragé parce que le glissement ouvre la porte à une illégitimité des animateurs. C'est-à-dire qu'il y a un délai de 5 ans et à la minute qui suit après 5 ans, si les élections ne sont pas organisées, pour que les pays puissent avoir de nouveaux animateurs, l'on tombe dans les glissements, c'est-à-dire l'on tombe dans une situation d'illégalité et aussi d'illégitimité, faute par les animateurs des institutions d'avoir bénéficié de l'acceptation de peuple par voie d'élection. Donc, il faut marier cet état de choses, des glissements qui nous guettaient et qui ouvraient la porte, je crois, à une sorte de désordre sur le plan politique, aussi avec le respect du calendrier. Pour nous, les élections se sont passées dans les délais, ce qui est une bonne chose, c'est ce qui est à saluer. Ça nous a épargné d'un désordre sur le plan politique, même social. Et en plus de cela, il ne suffit pas seulement qu'il y ait les élections, mais quand il y a les élections, il y a un temps, et ce temps-là, c'est la loi qui prévoit. Il y a la CENI qui proclame les résultats provisoires, donc la CENI a un délai pour proclamer ces élections, les résultats provisoires plutôt, c'est ce que la CENI a fait. Il y a un temps pour envoyer ces résultats au niveau de la Cour constitutionnelle et il y a un temps pour les éventuelles personnes, les éventuels candidats qui ne sont pas d'accord avec les résultats provisoires tels que publiés par la CENI, d'aller. Donc, si vous ne respectez pas ces temps, vous n'agissez pas dans ces temps-là, la Cour réagit pour valider. Bon, dans le cas d'espèce, vous avez parlé du pasteur Théodore Ngoï, comme d'un autre Congolais que l'on a débouté parce qu'il n'était pas candidat à l'élection présidentielle, mais il est venu quand même initier sa requête. On devrait lui réserver une suite. Pour Théodore Ngoï est le seul à s'être pourvu de cette voie-là, de contester les résultats provisoires tels que proclamés par la CENI. Et la Cour a fait son travail en examinant ces recours. La Cour l'a répondu en trouvant que sa requête, sa demande ou sa requête était recevable, mais non fondée, qu'il soit dit entre vous et nous. Théodore Ngoï était venu pratiquement les derniers en termes de voix par rapport au président. Donc, nous sommes allés du premier et contestés par les derniers. Vous comprenez qu'il n'y avait pas de miracle. La Cour a fait le travail. La Cour a organisé un procès. On a donné à Théodore Ngoï les temps matériels requis pour se défendre. Lui, ses avocats, la Cour les a entendus et la Cour a délibéré. Maître, nous restons dans la même lancée, c'est très important. Les 82 candidats députés dont leurs votes ont été annulés ont saisi le Conseil d'État, ils ont saisi la Cour de cassation. Déjà, le Conseil d'État s'est considéré qu'il n'avait pas
comment vous appelez ça en droit? Compétent. Qu'elle n'était pas compétente pour faire cela parce qu'ils sont venus par rapport à la saisine à la main levée. Elle n'était pas compétente. Mais déjà avec cette situation où vous avez des sérieux problèmes avec des candidats que vous avez constaté qu'ils étaient des fraudeurs, qu'ils avaient parmi eux, il y avait ceux qui avaient volé, comment on appelle ça, les machines à voter, et d'autres ont créé des cas de violence. Comment la Cour constitutionnelle n'a pas comptabilisé tout cela en leur donnant les moyens de pouvoir se défendre et déjà valider les élections présidentielles sans que les 82 candidats députés dont on accuse sur la même liste, le président de la République a été voté, eux débarqués? Comment on n'a pas encore apuré avec cette situation et déjà la Cour constitutionnelle valider les résultats de la CENI à la présidentielle? Maître Freddy Nyangwile Toumba. Oui, merci pour la question. Ce que vous venez de poser comme question, il faut qu'il y ait un éclaircissement autour de la question que vous venez de poser. Tout à fait. Oui, écoutez, par rapport aux candidats, en fait, dire que comme on a au niveau des élections législatives, on a eu à annuler les scrutins, je ne sais pas, on a annulé les scrutins ou les suffrages de certains candidats, 82 en ce que je sache, ne fallait-il pas que la Cour attende? Non, il ne faut pas faire la confusion. Ces candidats ont vu leur suffrage être annulé, ça c'est la position de la CENI. C'était à eux de voir. Donc il n'y avait pas un délai, c'est à eux de voir en tant que victimes, s'ils s'estiment, s'ils sont vraiment victimes, de saisir l'instance habilitée. Vous comprenez? Mais sans vous interrompre, sans oublier que la CENI elle-même avait promis qu'il y aurait d'autres noms, d'autres listes. Oui, oui, la CENI l'a dit. Mais il faut écouter aussi ce que le président de la CENI a relevé. Le président de la CENI, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour la compréhension du public et de nous-mêmes? C'est que en fait, les fraudeurs, déjà les dispositifs sécuritaires de la CENI ne permettaient pas aux personnes qui ont fraudé de voir leur suffrage être pris en compte. C'est ça qu'il faut d'abord essayer un peu d'informer l'opinion. Donc, en fait, ce n'est pas le fait que vous avez fraudé. Vous avez pris la machine en otage. Vous avez coopéré, je ne sais pas, avec les opérateurs de la CENI pour prendre la machine. Là où vous êtes, dès là où vous êtes déplacé avec la machine, pour faire tout ce que vous voulez avec elle, toutes les pratiques n'ont pas permis de voir ces données frauduleuses aller dans les serveurs centrales de la CENI et pour être prises en compte. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire, il y a eu de fraude, oui, mais selon l'entendement du président de la CENI, parce que ça, c'est au niveau du dispositif sécuritaire, il a été déclaré et relevé que ces données-là ne sont pas arrivées dans les serveurs centrales qui étaient sécurisés. Je vous donne, par exemple, lorsqu'on parle de la géolocalisation, c'est-à-dire une machine qui est envoyée dans un bureau donné. À partir du moment que cette machine se déplace du lieu de sa localisation vers un autre endroit, toutes les opérations qui sont faites là-bas ne sont pas prises en compte, mais néanmoins, au niveau de la CENI, on sait voir dans les dispositifs sécuritaires que cette machine-là ne se retrouve pas à l'endroit indiqué. Et d'office, tout ce qui est fait avec la machine n'entre pas dans les serveurs centrales. Mais c'est un cas de fraude déjà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il y a eu, on parle de la digitalisation de ce qu'on appelle le fingerprint. Donc, c'est quoi l'empreinte digitale plutôt, les empreintes digitales. Donc, il y avait déjà des mécanismes pour contrecarrer la fraude. Mais comme les candidats et certains techniciens n'étaient pas au courant, ou bien certains techniciens le savaient, mais par cupidité, ils ont accompagné la fraude. Mais cette fraude-là n'a pas été réceptionnée dans les serveurs ou n'a pas fait l'objet de la comptabilité des voix qui ont été proclamées. Mais est-ce qu'on doit ne pas sanctionner? On doit sanctionner les comportements frauduleux. C'est comme cela que ça s'est passé lorsque ces cas d'irrégularité ont été relevés quand il y a eu clameur publique. Et cela est porté à la connaissance de la CENI.
la CENI a dit, bon, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, au niveau des sécurités, ils savent comment sécuriser leurs données, mais néanmoins, ils ont ouvert la porte à l'opinion pour venir décrier avec des témoignages, pièces à l'appui, de toutes sortes d'irrégularités qui avaient été constatées. Et c'est comme cela que ce comportement frauduleux au niveau de la CENI a fait l'objet d'une décision allant dans le sens d'annuler les scrutins dans certaines circonscriptions et d'annuler les suffrages. La plus grande question, est-ce que la CENI est habilitée, elle, en tant que structure administrative, à pouvoir sanctionner ou annuler les élections des candidats, même s'il y a fraude avérée, ou ce n'est pas à la Cour constitutionnelle de le faire? Ça, c'est une très, très bonne question. En réalité, si vous lisez la décision de la CENI, elle se fonde sur les articles 29, 30, 31 de la loi électorale. Si vous passez en revue les dispositions contenues dans ces différents articles, vous vous rendez compte que nulle part la CENI a ce pouvoir, a cette compétence de le faire. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la CENI a quand même déjà agi. Mais là, il faut se poser la question. Mais c'est dans l'illégalité. La Cour constitutionnelle peut rejeter cette décision parce que ce n'est pas écrit, comme vous aimez bien le dire. Ce qui n'est pas écrit en droit, on ne peut pas le faire. Non, écoutez, je vais vous expliquer comment les choses vont se passer. La CENI prend une décision. Parce que la CENI, de par sa nature, quelle est la nature réelle de la CENI? La CENI, c'est une institution administrative. Vous comprenez? Donc, les décisions que prenne la CENI, évidemment à travers son président, ce sont des décisions administratives. Et en droit administratif, le cours que nous avons eu le privilège d'enseigner à l'université, j'ai salue mes anciens étudiants qui sont professionnels de droit pour la plupart aujourd'hui, avocats, magistrats. Nous disons, nous avons toujours enseigné avec mon maître, fait professeur Yuma, paix à son âme, qui nous a quittés. Les compétences sont d'attribution et ne s'improvisent pas. Donc, il est interdit à une institution qui n'est pas habilitée de prendre une décision. Mais lorsque, malgré le fait que cette institution ne soit pas habilitée, arrive quand même à prendre une décision, cette décision-là tombe sous le coup d'illégalité. Mais elle n'est pas, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Cette décision, elle est illégale, entre guillemets, mais produit ses effets. Vous comprenez? En droit administratif, les décisions qui sont prises par les autorités administratives, elles sont couvertes par beaucoup d'avantages. Elles sont couvertes par ce que l'on appelle les privilèges du préalable. Donc, une fois une institution administrative agit, ces décisions sont exécutoires. Ça, c'est d'une part. Mais il revient maintenant aux victimes de saisir les juges compétents pour demander l'annulation. Vous comprenez? Donc, en fait, nous sommes face à une CENI qui n'était pas compétente, mais qui a quand même pris une décision et en droit, sa décision s'applique. Vous comprenez? Quitte aux personnes qui s'estiment victimes de saisir les juges compétents. C'est ce que certains candidats malheureux ou invalidés ont fait. Ils sont allés saisir le Conseil d'État parce que ce que l'on doit comprendre également, il ne faut pas confondre le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. Chaque institution elle est différente et chaque institution a les matières qu'elle reçoit. Donc, si les partis sont allés devant le Conseil d'État, c'est parce que la décision de la CENI, CENI étant une institution administrative, ces décisions ne peuvent jamais être attaquées devant la Cour constitutionnelle. Ces décisions ne peuvent être attaquées que devant le Conseil d'État. C'est ce qui a été fait. Les partis sont allés devant le Conseil d'État et le Conseil d'État, à son niveau, a rendu un arrêt d'incompétence. Mais comment elle peut être incompétente si elle se penche sur des questions administratives des institutions? Oui. On le voit avec les ASBEL, on les voit avec les associations, on les voit même avec tout ce qui est administratif. Le Conseil d'État se penche. Je prends le cas, par exemple, du regroupement des architectes. Quand il y a eu un problème entre les architectes, dans l'ordre des architectes, c'est le Conseil d'État qui s'est penché. Mais pourquoi maintenant, pour la CENI, elle s'est dit incompétente? Là, on ne comprend pas le droit qui a été dit. Non, le problème de l'incompétence, vous savez, en fait, c'est que nous invitons vous-même et puis nos auditeurs à comprendre que lorsque l'on dit que face à une décision administrative illégale, il faut aller devant le Conseil d'État. On se met d'accord.
Mais le fait d'aller devant le Conseil d'État, ce n'est pas le Conseil d'État d'abord qui s'est saisi d'office, ce sont les victimes. Pour preuve, ce ne sont pas tous ces 82 à l'unisson qui sont allés devant le Conseil d'État. Il y en a qui sont allés, il y a d'autres qui ont estimé qu'ils ne peuvent pas aller ou bien ils ont d'autres voies à faire. Je suivais un des candidats Maléry qui disait, lui, il a par contre adressé son recours seulement à la CENI pour que la CENI puisse, pour exercer son droit de défense. Donc, quand vous saisissez la CENI, le droit, c'est une grande forêt. Il y a la manière de saisir aussi. Vous avez une requête que vous rédigez vous-même à travers vos avocats. Si la requête est mal rédigée, si les chefs de demande ne sont pas clairement formulés, la Cour peut se rendre dans une situation d'impossibilité de vous répondre. Vous comprenez? Ça, c'est d'un fait. Mais moi, en tant qu'enseignant du droit administratif, ce que je comprends, ce que j'ai compris, c'est quoi? Vous savez, il y a une chose. La justice est rendue dans notre pays au nom du peuple congolais. Donc, en réalité, c'est le peuple congolais qui est le vrai juge de son propre contentieux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, la justice étant rendue au nom du peuple, il s'est fait que cette décision-là de la CENI, quoique nous relevons que la CENI n'avait pas ces pouvoirs-là, mais il s'est fait que dans l'opinion, dans la population, vous êtes journaliste, vous pouvez faire passer les micro-baladeurs, la population a salué cette décision. Est-ce que vous comprenez ça? La population a salué, la population a trouvé son compte dans le fait que l'on ait en fait sanctionné certains candidats entre guillemets fraudeurs. Et maintenant, au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau du Conseil d'État, bon, la décision d'incompétence, c'est une décision au regard de la requête qui avait été introduite. Mais également, moi, je pense que le Conseil d'État s'est trouvé face à une difficulté. Parce que qu'est-ce que ces gens-là ont demandé en saisissant la Cour, en saisissant plutôt le Conseil d'État? Ils ont demandé que le Conseil d'État puisse annuler la décision prise par la CENI parce que la CENI n'était pas habilitée à prendre cette décision. Ça, c'est d'une part. Mais d'entrée de jeu et en bon technicien de droit, ils ont demandé in limine litis. Donc, ils ont demandé au Conseil d'État, avant d'aller au fond, de décréter la surséance de cette décision d'invalidation pour qu'il revienne dans la course. Et je pense que c'est là où il y a eu problème au niveau du Conseil d'État, de voir que peut-être s'ils allaient, parce que ça c'est une demande formulée d'entrée de jeu à titre de mesures préventives avant d'aller au fond, ça allait amener le Conseil d'État à annuler, c'est-à-dire à surseoir les effets de cette décision prise par la CENI avant d'aller au fond. Et je crois que c'est à ce niveau que le problème allait encore se poser au niveau de la population. Vous savez que notre justice, de plus en plus, est décriée par la population en disant que la justice n'aide pas les pays, la justice n'est pas vraiment au centre, la justice ne fait pas bien son travail. Et de plus en plus, on jette un discrédit sur la justice. Comprenez? Donc, quelle que soit la décision à prendre par le Conseil d'État dans le sens d'abord de surseoir les effets, cela allait créer encore des tensions et ça n'allait pas nous permettre d'avancer. Maître, nous prenons la dernière ligne droite. C'est vraiment passionnant, les questions d'actualité de l'heure. Et merci parce que vous êtes en train d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, de tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Maître, nous allons terminer avec un dernier point, c'est celui du seuil de représentativité. Chers compatriotes, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend, ainsi que toute la portée des attentes légitimes qu'évoque cet ultime mandat, dans l'esprit de chaque Congolaise et de chaque Congolais. J'ai cependant la certitude que, par votre concours et interpellé par ce devoir patriotique qui consiste à rassembler toutes nos forces et nos intelligences, nous serons capables
combler ces attentes et de relever le défi d'assurer la destinée de notre pays. Mes très chers compatriotes, nous y sommes. Par cette cérémonie solennelle d'investiture, je reprends donc le bâton de commandement que vous m'aviez confié avec la détermination de maintenir allumé le feu sacré de notre nation. À présent, il s'agit pour nous de transformer durant les 5 prochaines années les prouesses que nous avons réalisées et de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère. Il s'agit désormais pour nous de rester mobilisés et soudés dans notre lutte contre l'insécurité et la pauvreté, nos seuls et réels ennemis. Il s'agit à présent pour la nation de croire aujourd'hui plus qu'avant en notre communauté de destin et d'y travailler de manière beaucoup plus harmonieuse, tout en veillant à ne pas laisser émerger ni triompher et en s'assurant à ceux qu'ils soient poursuivis dans leur dernier retranchement et qu'ils subissent la rigueur de la loi, toutes celles et ceux qui ont choisi et qui seront tentés d'emprunter la voie de l'ignominie et de la barbarie. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions Je disais, tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. C'est à cela que j'engagerai le gouvernement qui sera formé une fois la majorité dégagée. D'ores et déjà, j'appelle tous les animateurs des institutions publiques, à quelque échelon que ce soit, toutes les citoyennes et tous les citoyens à un sens élevé de patriotisme, afin que notre rêve commun à tous de voir notre Congo dans toute sa splendeur devienne une réalité. Mes très chers compatriotes, désormais investi de la charge suprême de la République, je me tiens en ces lieux pour sceller avec vous ce nouveau contrat marqué du sceau de vos sacrifices, de vos aspirations, de votre vitalité et de votre clairvoyance. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face du monde, par la force de votre dignité, de votre courage, de votre résilience, de votre vigilance et de la lueur de la flamme patriotique qui jaillit en vous, qu'un Congo transfiguré est né. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le premier président de la Cour de cassation, madame la première présidente du Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les présidents des regroupements des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses, autorités locales et coutumières, mesdames et messieurs distingués invités,
mes très chers compatriotes, aujourd'hui, une nouvelle ère est née, une ère de maturité, incarnée par les valeurs républicaines de paix et de justice, une ère de progrès, débarrassée de ceux qui jadis nous minaient, une ère magnifiée par le labeur, l'action juste et consciencieuse des filles et fils de notre mère patrie, une ère transcendée par le serment renouvelé de ne jamais trahir le Congo et son peuple et de propulser plus haut l'étendard de notre chère et belle nation. Enfin, l'ère du renouveau, lancée par un quinquennat que rien ne détournera de sa volonté de réaliser une République démocratique du Congo plus unie, plus en sécurité et plus prospère pour la postérité. Que vive la démocratie, que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Beaucoup sont en train de voir, à l'allure où vont les choses, que cette manière de faire des seuils de représentativité est une manière d'écarter les véritables vainqueurs aux élections législatives. Ça veut dire que si tu avais, par exemple, 600 voix, quelqu'un qui est dans le seuil de représentativité, qui a moins de voix, parce que dans le regroupement, ils ont atteint le seuil d'1%, celui-là passe, mais tandis que toi, dans la même circonscription, tu ne passes pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Merci pour cette question pertinente. Je dirais ceci. Je crois d'entrée de jeu, j'avais souligné que les élections ne sont pas élections sans une loi. Vous comprenez? Toute l'élection, toutes les étapes d'une élection, le contour, les questions essentielles d'une élection sont fondées dans une loi. Vous comprenez? Et cette loi est adaptée au fur et à mesure. Vous voyez comme les irrégularités qui ont été relevées au scrutin de 2023 seront corrigées à la veille de l'élection avec la législature qui vient. Donc, on va corriger certaines erreurs dans le sens d'améliorer. Donc, la problématique du seuil, ce n'est pas un problème nouveau. C'est un problème de choix parce que cela est dit dans la loi électorale. Et vous savez que en fait, la loi est votée par le Parlement. Et qui sont les parlementaires, les députés qui votent? Ce sont les représentants du peuple. Donc, en fait, on a voulu que le peuple lui-même puisse se donner ou se doter d'une loi. À partir du moment que c'est une loi qui organise les élections et qui prévoit également les seuils comme étant un mode de scrutin, comme étant un mode de scrutin. Donc, on s'en tient à cela. Mais sur le plan philosophique ou sur le plan des fonds, qu'est-ce qu'il faut retenir par là? La problématique du seuil, à notre avis, avait été mise en place pour décourager les petits partis. Vous comprenez? Donc là, c'est dans l'esprit du législateur. Oui, dans l'esprit du législateur, c'est pour décourager les petits partis. C'est-à-dire, on n'a pas, vous savez, chez nous, on a une prolifération telle des partis politiques. Chacun veut être président de son parti politique. L'on ne veut pas se regrouper dans des grands ensembles. On veut être patron de son parti politique parce que c'est une voie par laquelle on peut participer, avoir, je ne sais pas, comment dirais-je, une fonction dans une nomination, ainsi de suite, parce qu'on est patron d'un parti politique, alors que ça pourrait être difficile si on est dans un parti politique et que vous êtes dirigé par d'autres personnes. Donc, c'est en fait cette démarche-là, mais qui n'a pas tellement rencontré l'assentiment des hommes politiques congolais. Alors, les hommes politiques congolais, au lieu de comprendre l'essence même du seuil et de se mettre ensemble, ils ont voulu aller chacun
dans son petit coin comme un patron d'un parti politique. C'est pour cela que même vous avez vu le nombre de candidats députés, c'est la démonstration du nombre important de partis politiques que nous avons. Et vous savez que beaucoup de candidats, même à l'élection législative, qu'elle soit nationale ou provinciale, ce sont des personnes, moi j'ai eu des témoignages de personnes que je connais, qui m'ont dit qu'ils n'étaient associés ni de près ni de loin, mais ce sont les dirigeants des partis politiques, quelqu'un qui a un parti politique, qui vous appelle, tout simplement parce qu'il veut avoir un seuil qui lui permette de gagner des sièges. Et cette moralité, on a eu des personnes qui n'ont rien de politique, qui n'avaient même pas de vision, mais à qui les patrons d'un parti politique, pour avoir les seuils au niveau déjà des dépôts des candidatures, avoir beaucoup déjà, il est allé lui-même recruter les gens à qui et pour qui il a payé la caution. Et ces gens-là, ils ne comprennent pas. Ils n'ont même pas eu l'argent. Pour lui, c'est le problème de réunir seulement les seuils pour que sa liste soit acceptée. Et c'est également ce qui va se passer maintenant dans la proclamation des résultats. Donc, si vous étiez dans un groupement, on veut encourager. Ce n'est pas en fait dans le sens d'écarter les gens, mais c'est dans le sens où les personnes qui s'engagent à cette élite, à cette bataille, doivent comprendre le contour de la loi. Si nous pensons que comment dirais-je, ce mécanisme d'essai n'est pas important, on va le voir. La législature qui va venir pourra peut-être changer de mode. Vous comprenez? Mais pour le moment, c'est ce qui est là. Donc, c'est-à-dire, tout candidat, comme qui dirait, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire, lorsqu'on s'engageait dans la bataille, on savait que la loi prévoit ceci, cela. C'est à vous maintenant d'arranger, d'accommoder vos calculs pour être répondant. Parce qu'en fait, dans les jets politiques, c'est un jet de calcul. La politique, ce n'est pas de l'improvisation. Il faut faire la part des choses entre les juridiques et ce qui est politique. Vous voyez? Et oui, mais politique précède souvent les juridiques. Parce que les juridiques viennent s'adapter aux réalités politiques en les codifiant. Vous comprenez? Comme nous parlons de problème d'essai, c'est-à-dire lorsqu'on s'engageait dans la bataille électorale, nul n'étant censé ignorer la loi, l'on connaissait, ou à moins si vous ne le connaissez pas, c'est à vos risques et périls. Mais lorsque vous vous engagez dans cette bataille, vous devrez savoir qu'est-ce que vous devrez et quelles sont vos armes. Mais la préoccupation est, que dit la loi? La loi conteste, dit la vérité, ou bien la loi est du côté de ce qu'elle a dit? Si quelqu'un, par exemple, nous prenons le cas, a 800 voix, parce qu'il a été voté dans une même circonscription, qui n'ont pas atteint le seuil, mais il y a un autre qui a atteint le seuil, qui est dans un regroupement qui a atteint le seuil, mais qui a moins de voix. Comment la loi peut permettre que l'un qui a moins de voix puisse passer, mais que l'autre qui a tous ses PV, qui a plus de voix, ne puisse pas siéger à l'Assemblée nationale? Non, je vous dis que c'est la loi qui a prévu, c'est les scrutins de plus fort reste. Vous comprenez? En fait, en ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment-là, on ne parle pas du candidat, mais on parle du parti ou du groupement. Vous comprenez? C'est le parti ou le groupement. Oui, oui. Ce n'est pas les candidats. Alors, la campagne s'est faite par groupement ou bien par individu? Non, la campagne, vous la faites par individu, mais sur l'étiquette d'un parti donné. Vous comprenez? Sur l'étiquette d'un parti donné. En fait, qu'est-ce que l'on veut? L'on veut que les partis qui ont aligné le plus, les voix seront comptabilisées. Vous comprenez? On va prendre du plus petit au plus grand. On fait une sommation, donc on ne voit pas l'individu lui-même comme un indépendant, mais on voit les partis ou on voit les groupements. Et c'est ce qui fait que cet ensemble-là pourra permettre, on va d'abord faire la sommation de toutes les voix. Et si pour gagner un siège là-bas, ça exigeait par exemple 10 000 voix, vous comprenez? Alors qu'il y a peut-être le premier dans un parti politique, au lieu d'atteindre 10 000 voix, a commencé avec 6 000. Et ainsi de suite. Alors qu'une autre personne qui est peut-être un candidat indépendant a déjà 8 000. On dit que ce n'est pas celui de 8 000 qui remporte. On va faire la sommation de voix des membres d'un parti politique ou d'un groupement politique pour attribuer des sièges. Vous comprenez? Lorsqu'on fait la totalité, vous verrez que une fois qu'il y a un 10 000 qui est atteint, on sort les tout premiers de la liste de ces partis ou de ces groupements
parce qu'il a atteint de la sommation, ils ont pu atteindre. Et dans les restes, là, on va voir si les restes peuvent produire encore un autre député. Donc, en fait, c'est-à-dire, dans ces systèmes, on veut vraiment maximiser pour ne pas perdre les voix, même les voix des candidats qui ne seront pas élus, mais peuvent aider. Donc, ça aide à ne pas perdre de voix. C'est-à-dire, les candidats qui ont le moins de voix, mais dans le cas d'un parti politique, peut ne pas remporter les sièges, mais ces voix peuvent compter pour qu'un candidat de son parti puisse passer ou de son groupement. Maître Freddy Nyangwile Ntumba, un grand merci parce que vous avez levé des voiles sur beaucoup de choses que peut-être les acteurs eux-mêmes n'ont pas pu si bien dire, que ce soit peut-être ceux de la CENI, que ce soit les partis politiques, que ce soit beaucoup des structures de la société civile, parce que ne maîtrisant pas le droit comme vous, parce que n'ayant pas eu le temps de faire des recherches comme vous, là, vous avez éclairé la lanterne de plusieurs téléspectateurs qui nous suivent à cet instant. Et nous pensons que vous aurez encore cette possibilité de venir pour nous éclairer sur ce que nous devons comprendre selon la loi. C'est vrai, comme vous l'avez toujours dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Et lorsqu'on s'engage, c'est par rapport à une loi donnée. Maître, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage à ce numéro? Nous pensons qu'avec votre agenda, vous allez encore revenir pour pouvoir éclairer de manière pédagogique, comme vous le faites, les lanternes des téléspectateurs qui vous suivent ici aux États-Unis et partout dans le monde. Maître Freddy Nyangwile Ntumba. Merci beaucoup, M. Symphorien. Merci pour cette occasion que vous nous offrez de partager la petite expérience au profit d'un grand nombre. Nous saluons cela et je vous dis que nous serons toujours disposés, c'est un apostolat, pour aider nos compatriotes à avoir certains éclairages dans le monde du droit. Nous disons que nous ne sommes pas maîtres de l'affaire, c'est-à-dire nous n'avons pas la maîtrise totale de toutes les choses. Nous apprenons le droit, c'est une forêt, mais la petite expérience que nous avons, nous pouvons mettre à la disposition. Ce que nous pouvons retenir de l'ensemble, c'est que il faut retenir une chose. Dans un pays qui veut avancer, un pays qui veut aller loin, il faut que ses dirigeants soient l'émanation de la population, l'émanation de la volonté de la population. Et c'est ce qui nous a amenés au vote. Donc, lorsque vous rentrez dans les anciennes époques avec Jean-Jacques Rousseau, il parle du contrat social. C'est-à-dire l'homme étant par essence libre, il ne peut pas, de partout où il est, agir comme il entend. C'est ce qui fait que nous allons nous mettre ensemble pour choisir les dirigeants, les personnes qui iront nous représenter. C'est-à-dire nous allons leur accorder une portion de notre liberté mise ensemble pour que ces personnes puissent nous gérer. Mais en nous gérant, ces personnes ont des comptes à nous rendre. Donc les élections, c'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de très bien pour permettre au peuple d'avoir ses propres dirigeants. Voilà pourquoi il y a même un adage qui dit que chaque peuple mérite ses dirigeants. Parce que c'est vous-même qui donnez mandat à vos dirigeants pour vous gérer et vous représenter. Alors, nous venons de passer je crois, une 4e expérience après Sun City, où les Congolais se sont retrouvés, les belligérants, après tout ce qu'il y avait comme désordre, les risques de balkanisation du pays, ils se sont retrouvés en fils et filles du pays, ils se sont mis ensemble et ils ont décidé, plus jamais, l'on ne pourra avoir le pouvoir par les armes. Il faut avoir le pouvoir à travers les élections. Et on a eu en 2006, on a eu en 2011, en 2018 et tout récemment en 2023. Mais ce qu'il faut noter, les élections, elles ne s'opèrent pas dans les néants, oui, elles ne s'opèrent pas selon la volonté et simplement des dirigeants. Les élections se font sur base d'une loi. Il y a un cahier de charges. C'est cette loi qui donne tous les détails autour de l'organisation des élections. Et ces élections, lorsqu'on les organise, il y a toujours des petits soucis, des petits problèmes de déploiement des matériels, des problèmes de transparence, ainsi de suite. Mais un pays qui se fait
démocratique et qui veut avancer tient compte des remarques après une élection et essaye un peu de mieux organiser les choses. Évidemment, les législateurs sont là pour que cela soit coulé dans la loi. Donc, si vous prenez la version de la loi de 2006 et la version de 2023, vous verrez qu'il y a eu amélioration. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un cycle électoral, on tient compte des irrégularités, des problèmes qui sont posés et on essaie un peu d'arranger. Je vais donner un exemple. Vous voyez, comme pour ces élections, il y a eu un problème. Les élections devraient se dérouler seulement le 20, ça s'est déroulé le 22, le 23, des choses comme ça. Il faut relativiser. Ça, c'est quelque part la mauvaise foi, permettez-moi, de nos opposants. Quand on dit que ça s'est déroulé dans les 2 jours, en fait, ce n'est pas dans tous les bureaux que les élections se sont déroulées pendant 3 jours. Il y a eu des bureaux où les élections ne se sont déroulées que le premier jour et ça s'est arrêté là. Mais là où il y avait des problèmes de déploiement de matériel, là où il y avait des problèmes, on ne peut pas refuser un peuple le droit de voter. C'est le peuple qui dit que, en fait, lorsqu'on constate qu'il n'y a plus personne, donc, mais maintenant, je pense que dans la loi à venir, on tiendra compte de cet élément. On dira qu'un seul jour ne nous suffit pas. Peut-être étalons nos élections dans 3 jours. Cette fois-ci, ce n'est pas dans la loi, mais prochainement, ça peut être dans la loi. Dans le sens de comprendre que nous avons un pays qui est grand. La loi doit être adaptée à la réalité. À la réalité. Mais elle ne s'adapte pas à la réalité d'elle-même. Ce sont des cas qui sont décriés, qui sont corrigés dans la loi prochainement. C'est pour cela qu'il faut de l'indulgence, qu'il faut de la bonne foi. Nous sommes fils et filles du pays. On doit avoir une lecture claire et comprendre. On ne doit pas seulement s'accrocher. Voilà, il y avait ceci, voilà, il y avait cela. Mais il faut aussi saluer les efforts menés par ce gouvernement dans ces conditions difficiles, de déployer les moyens et tout pour organiser les élections. Mais là aussi, je chute en vous disant, c'est qu'on doit comprendre que dans nos pays des jeunes démocraties, nous avons encore ce système qui a été inspiré de Sun City et copié sur l'Afrique d'ici, d'avoir une institution d'appui qui organise les élections. Mais dans les pays comme les États-Unis, comme la France, dans ces vieilles démocraties, les élections ne sont pas organisées par une institution indépendante. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Donc, demain après demain, on va mettre fin à cette affaire de la CENI, où c'est la société civile, les confessions religieuses. Vous avez vu, il y a toujours des problèmes. Et nous espérons que prochainement, on va améliorer. Peut-être qu'on va ramener les élections dans les ministères de l'Intérieur pour les organiser. Ou encore, on va garder la même formule, mais un peu plus adaptée, éviter un peu trop de contestations pour que les choses aillent. Donc, en fait, ce que je vais chuter à dire, nous sommes tous Congolais, nous devons être patriotiques, nous devons aimer notre pays et nous devons aider chacun en ce qui le concerne pour que le pays avance. C'est ce que vous êtes en train de faire en tant que journaliste, c'est ce que moi j'ai fait en tant que juriste, c'est ce qu'un autre frère peut faire en tant qu'économiste. Je sais que vous êtes journaliste, économiste, donc vous pouvez, donc nous apportons chacun de sa petite pierre pour construire le pays et la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas seulement en train de critiquer pour critiquer, mais lorsqu'on critique, on propose. Et cela aide l'édifice RDC à se consolider davantage et cela dans l'intérêt de tous pour laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un pays riche, un pays prospère. Laisser à nos enfants un pays riche, un pays prospère, ce sont les tout derniers mots pour ce numéro de Maître Freddy Nyangwile Toumba. Ne pas critiquer pour critiquer, mais avoir aussi cette capacité et cette indulgence de pouvoir proposer. Nous avons reçu pour vous depuis les États-Unis d'Amérique Maître Freddy Nyangwile Toumba, qui est avocat au barreau de Kinshasa Matete et détenteur d'un diplôme d'études approfondies en droit de l'Université de Kinshasa. Maître Freddy Nyangwile Toumba a apporté sa pierre à l'édifice pour essayer d'éclairer à son niveau ce que nous pouvons comprendre par rapport aux contentieux électoraux après cette grande rencontre électorale en République démocratique du Congo qui a eu lieu le 20 décembre 2023, donnant la victoire à un second mandat au président Félix Tshisekedi. De partout, vous avez suivi. Un grand merci. Restez branchés à nos programmes. Maître Freddy Nyangwile Toumba, un grand merci. C'est moi qui vous remercie et puis je remercie, je salue toutes les personnes qui auront l'occasion de nous suivre. Merci, Maître.